words. Esta fera aí, meu! Agora corta para a turma 2001. Eu me assustei. La vie est une chose délicieuse à vivre quand on la vit avec plaisir. Et ça a été mon humour, si vous voulez. Marcel Duchamp, pendant toute une vie partagée entre l'Amérique et la France, ne produira qu'un nombre d'œuvres relativement limité. Mais ce corpus réduit s'accompagne d'une célébrité mondiale et d'une influence permanente sur tout un pan de l'art contemporain, encore que Duchamp lui-même soit le premier, en souriant, à en refuser la paternité. Né en 1887 à Blainville-Crevon en Normandie, près de Rouen, Marcel Duchamp était le troisième de 6 enfants, dont les 4 premiers devinrent les membres de l'illustre confrérie d'artistes Duchamp, frères et sœurs, Jacques Villon, Raymond Duchamp-Villon, Marcel Duchamp et Suzanne Duchamp. Leur père était notaire et leurs grands-parents cafetiers en Auvergne. Du côté maternel, leur grand-père était aquafortiste et sa fille, leur mère, avait hérité de lui un joli coup de crayon qu'elle leur avait transmis. À Blainville, la famille Duchamp habitait une demeure bourgeoise. Derrière la maison s'étendait un petit parc ouvert à l'est sur la verdoyante vallée du Crevon et offrant au sud une jolie vue sur l'église et son fin clocher d'ardoise. Blainville devint pour le jeune Marcel l'endroit où il passait ses vacances et le décor de ses premières pochades d'après nature. Après avoir fréquenté l'école communale du bourg, Duchamp fut mis en pension à Rouen au lycée Corneille. Dans la capitale normande, il découvrit le cinématographe, le gaz d'éclairage et toutes les inventions qui fleurirent à la fin du siècle dernier. Aussi surprenant que cela puisse paraître, son père ne fit aucune objection, son bachot passé, à ce qu'il suive les traces de ses 2 frères et aille étudier l'art à Paris. Dans la joyeuse ambiance montmartroise du Paris fin de siècle, Duchamp se consola vite de son échec au concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts et fréquenta un temps l'Académie Julian, où il apprit les ficelles du métier et les recettes d'atelier. Les humoristes le fascinaient. Il les trouvait inégalables dans l'art de faire des jeux de mots, et lorsqu'en 1907 s'ouvrit leur premier salon, il était des leurs. Parce que t'es long à te peigner. La critique était aisée, mais l'arrêt, difficile. Jusqu'en 1911, Duchamp mena une carrière routinière de peintre exposant aux indépendants et au salon d'automne.
De l'impressionnisme, il passa au fauvisme, puis subit un temps l'influence de Cézanne. J'avais été influencé comme tout le monde. Quand on a 20 ans, on ne peut pas éviter de l'être. Mais dès 23 ou 24 ans, je crois, vers cet âge-là, j'ai voulu me débarrasser autant que possible, sachant qu'il existait une chose qui s'appelle l'influence et qui est peut-être néfaste si elle est exagérée. Il y a cette idée, chez moi en tout cas, que la peinture pure, pour elle-même, n'est pas intéressante en soi comme but. La peinture est un moyen qui justifie la fin, et la fin est autre. Pour moi, la fin est une combinaison, ou du moins une expression que seule la matière grise peut arriver à donner. Vous me direz que la matière grise, ça ne veut rien dire. C'est un peu un choix de termes difficile, mais c'est pour faire comprendre mon idée que je ne m'arrête pas à la peinture simplement physique. Les dimanches, dans la maison familiale de Puteaux, rassemblaient les trois frères, Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon et leurs amis peintres, pour des discussions passionnées. Duchamp, fasciné par le scandale des peintres cubistes, mit tous ses espoirs dans un tableau destiné au Salon des Indépendants de 1912, le nu descendant un escalier. L'idée d'un nu descendant un escalier est venue du fait que j'avais vu dans l'illustration des photographies appelées chronophotographies. Et ça, il y a eu beaucoup d'expériences à ce moment-là de photographies répétant chaque mouvement à une seconde stroboscopique, comme on les appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, qui prennent chaque seconde par une étincelle et donnent le schéma, le diagramme du mouvement. On pourra me répondre que ça ne donne pas du tout l'idée du mouvement. En effet, ça ne la donne pas, mais ça la décrit. Et après tout, un tableau est un diagramme d'une idée. Et dans ce cas-là, ça n'avait pas été fait. Si ça n'a pas été fait, ça peut être intéressant à faire. Chaque époque a du mal à trouver des choses qui n'ont pas été faites. Et ça, c'est une des choses qui a eu une grande influence dans toutes les 50 dernières années. Le comité du salon refusa le nu descendant un escalier. Et Marcel, la mort dans l'âme, le retira, sans savoir qu'un an plus tard, à l'exposition de l'Armory Show de New York, son tableau ferait scandale et le rendrait célèbre en Amérique du jour au lendemain. Le 10 juin 1912, entraîné par le poète Guillaume Apollinaire et l'exubérant peintre Francis Picabia, Duchamp passe en leur compagnie une inoubliable soirée au Théâtre Antoine où l'on joue Impression d'Afrique, une pièce que Raymond Roussel a tirée de son livre. Tandis que dans la salle fusent les sifflets et les cris, les attractions défilant sur la scène fascinent Duchamp. Un ver de terre jouant de la cithare, l'horloge à vent du pays de Cocagne, la statue en baleine de corset roulant sur des rails en mou de veau. Ce soir-là s'ouvre pour Duchamp une fenêtre sur quelque chose de vraiment nouveau, une influence spirituelle se substituant aux influences formelles subies jusque-là. Cet été 1912, Duchamp part pour Munich et dans sa chambre d'hôtel transformée en atelier, il exécute un projet longuement mûri, un tableau de création pure, juxtaposant des éléments mécaniques et des formes viscérales. C'est La Mariée. Au premier de l'an 1913, Duchamp fit son habituelle visite à ses parents installés à Rouen. En se promenant, il redécouvrit au 13 de la rue Beauvoisine le magasin du chocolatier Gamelin. La machine à vapeur à balancier y rythmait toujours le fonctionnement de la petite manufacture installée dans la vitrine depuis le milieu du XIXe siècle. Le mélangeur aux deux lourds cylindres de granit lui apparut comme une mécanique indispensable à des célibataires qui, c'est bien connu, broient leur chocolat eux-mêmes. Sans nul doute, il tenait là un des éléments de la machine célibataire qu'il voulait confronter à la mariée munichoise. Neuf Moules Malik, 1914.
En août 1914, la guerre éclate. Réformé, Duchamp n'est pas mobilisable. Il décide de s'embarquer pour New York. Je suis arrivé ici avec une sorte de pédigré. J'avais fait cette espèce de succès en 1913 à l'Armory Show et par conséquent, les gens me regardaient un petit peu comme une bête curieuse. Surtout que ce succès avait été un succès de scandale essentiellement. Et ça m'a permis de me servir de cet état de choses pour en profiter, si vous voulez, pour avoir une sorte de vie agréable ici. En tout cas, je n'arrivais pas ici comme un immigrant. C'est principalement auprès des mécènes et collectionneurs Louise et Walter Arensberg et Catherine Dreyer que Duchamp trouvera le soutien artistique et matériel qui ne lui fera jamais défaut en Amérique. La reconnaissance française, elle, ne se manifestera guère avant les années 60. Rien dorénavant n'égalait aux yeux de Marcel Duchamp la beauté des produits dispensés par l'ère industrielle. Plus même, il trouvait en certains de ces objets la matérialisation parfaite de ses concepts. L'heure était donc venue de passer aux actes. Il acheta un sèche-bouteille, appelé à cause de son apparence hérisson, et le signa. La première œuvre d'art toute faite était née. Ayant emprunté à la langue anglaise le mot « ready-made », qui, pensait-il, sonnait mieux que l'expression « tout fait », il transforma en œuvre d'art une pelle à neige, un porte-manteau, une housse de machine à écrire et un urinoir qu'il baptisa Fontaine et signa du pseudonyme de R. Mutt. Les premiers ready-made remontent à quelle année? 1913. La première chose, c'est une roue de bicyclette que j'ai simplement mis sur un tabouret, puis je l'ai regardé tourner. Alors là, il y avait en plus, dans ce ready-made, il y avait en plus du ready-made, il y avait le fait qui tournait, c'est-à-dire le mouvement était compris dans l'idée. Ensuite, il y a eu le porte-bouteille en 14. Ensuite, en 15, 16, il y en a eu d'autres, 3, 4. Mais depuis très longtemps, j'en fais pas, vous savez, j'en fais plus. Parce que justement, il y a le danger d'en faire trop. Et parce que n'importe quoi, vous savez, aussi laid que ce soit, aussi indifférent que ce soit, deviendra beau et joli après 40 ans. Vous êtes tranquille. Alors, c'est très inquiétant, c'est pas pour l'idée même du ready-made. Roue de bicyclette, 1913. In advance of the broken arm, en prévision du bras cassé, 1915. Porte-chapeau, 1917. À bruit secret, 1916. Pelote de ficelle entre deux plaques de laiton renfermant un objet non identifié. Trébuchet, 1917. Comment doit être regardé un ready-made, perçu? Il ne doit pas être regardé au fond. Il est là simplement. On prend notion par les yeux qu'il existe. Mais on ne contemple pas comme on contemple un tableau. Le lit de contemplation disparaît complètement. Simplement prendre note que c'est un porte-bouteille, ou ça c'était un porte-bouteille qui a changé de destination, puis c'est tout. Vous n'avez pas besoin de le regarder pour entrer dans le domaine des ready-made. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il n'y a plus de question de visualité. L'œuvre d'art n'est plus visible, pour ainsi dire. Elle est complètement matière grise. Elle n'est plus rétinienne. C'est ce que je veux dire. Why not sneeze? Pourquoi ne pas éternuer? 152 morceaux de sucre en marbre, hausse de sèche, thermomètre, baignoire, dans une cage à oiseaux, 1921. C'est un phénomène, les gens se sont intéressés à ça, ils ont probablement trouvé qu'il y avait quelque chose de plus qu'une anecdote ou qu'une fantaisie d'un artiste un peu fou, comme vous croyez que je suis pas fou du tout. Ça. L-H-O-O-Q, 1919. Peu de temps après son retour en Amérique,
Duchamp provoque le dédoublement de sa personnalité, d'où naquit son alter ego, Rose, c'est la vie, immortalisé par l'objectif de Man Ray. Belle Haleine, Eau de Voilette, 1921. Rose, c'est la vie devint très vite illustre par ses calembours et contrepétries qu'elle distillait telle la Pythie parlant aux prêtres de Delphes. Du dos de la cuillère au cul de la douairière, faut-il mettre la moelle de l'épée dans le poil de l'aimé? À charge de revanche, à verge de rechange. Tel Léonard de Vinci, Duchamp était devenu une sorte d'ingénieur, élaborant dans le secret de son atelier les épures compliquées de ce qui allait devenir la mariée mise à nu par ses célibataires mêmes, aussi appelé le grand verre. Duchamp rassembla ses notes et esquisses de travail en facsimilé dans sa fameuse boîte verte de 1934. Quand j'ai fait ce verre, mon intention était non pas de faire une peinture à regarder, mais une peinture simplement servie du tube de peinture pour exprimer une idée. Qu'on l'appelle littéraire n'est pas en cause du tout, parce que le mot littéraire a un sens très vaste et pas du tout convaincant. J'ai voulu donc ajouter à ce grand verre un livre, ou plutôt un catalogue. Et cette idée de mélanger les deux choses n'est pas une du tout, à mon avis, n'a aucun caractère littéraire. Parce que la littérature, c'est la poésie, les poèmes en prose, c'est tout à fait une chose complètement différente qui peut en tout cas se mélanger avec. Et ça avait au moins l'avantage pour moi de me débarrasser de cette idée peinture pour peinture, peinture pure, qui pour moi, qui a été dès 1913 mon point de départ pour faire ce que j'ai fait. Pendant que Rose, c'est la vie se délectait dans l'art de la contrepétrie, Duchamp peinait pour terminer le grand verre. Et en 1923, il prit la décision irrévocable de le laisser inachevé. Rentrant en France, il se consacre aux jeux d'échecs, participant à de nombreux championnats comme membre de l'équipe de France pendant une dizaine d'années où la légende veut qu'il ait abandonné l'art. Je n'ai pas fait aucun vœu de m'arrêter. Je n'ai même jamais décidé de m'arrêter. Je me suis arrêté peut-être à moitié par paresse ou par manque d'idées, car je ne peins pas pour peindre. Oui, je ne me suis jamais considéré comme un peintre au sens vraiment professionnel du mot. La peinture est un moyen parmi d'autres pour une certaine fin. En 1935, il voulut avoir un contact direct avec le peuple et loua un stand au 33e concours Lépine où il présenta une œuvre d'art de série à la portée de toutes les bourses. Les disques optiques qu'il avait inventés et dénommés rotorelief étaient censés donner une impression de profondeur lorsqu'on les faisait tourner sur le plateau d'un phonographe. Tous ces objets qui sont ronds de forme avec un axe symétrique, une forme de symétrie qui, en tournant avec la déformation de l'excentricité, arrive à donner une illusion de troisième dimension qui n'est pas de l'accommodation ordinaire des yeux, mais qui au contraire peut être vue, cette troisième dimension, avec un seul œil. On la voit mieux en fermant un œil qu'en laissant les deux yeux. Ça m'a amusé à ce moment-là, c'était des expériences presque en dehors de la peinture, mais enfin, c'est une chose qui m'avait beaucoup intéressé. Le jury du Salon des Inventions lui décerna une mention honorable, mais le succès populaire attendu ne se produisit pas, et à la fin de l'exposition, il dut remballer sa marchandise. De nos jours, c'est à l'hôtel Drouot que ça se passe. 50 000, 55 000, 60 000, 60 000, 65 000, 70 000. En 1936, Duchamp fut contraint de se rendre aux États-Unis où, sur une route du Connecticut, s'était produit une abominable tragédie. Le grand verre, transporté dans un camion, avait été brisé par les trépidations du véhicule.
Au lieu d'être affligé, il trouva au contraire que le destin avait plutôt bien fait les choses, que la symétrie des cassures avait l'air d'être voulue, et qu'au lieu d'être défigurée, son œuvre se trouvait magnifiée. La mariée mise à nu par ses célibataires même, l'original cassé, réparé et intransportable vu sa fragilité, se trouve au musée de Philadelphie, qu'il ne pourra plus jamais quitter. Le grand verre, huile, vernis, feuilles de plomb, fils de plomb et poussière sur 2 panneaux de verre montés sur aluminium. 2,725 m sur 1,758 m. Dans la partie haute, une pluie de fêlures venant de la Voie lactée, trouée de 3 pistons de courant d'air, traverse la mariée. Dans la partie basse, les cassures émanant des 9 moules Malik se propagent vers le moulin à eau, les tamis, la broyeuse de chocolat, et seuls les témoins oculistes sont sortis presque indemnes de l'accident. Le grand verre, qui n'a rien perdu de son mystère, continue, tel le sphinx d'Égypte, à défier les exégètes. Mais pourquoi ces célibataires même? Le mot « c'est » est très simple encore, puisque c'est un possessif, une traduction de l'idée de possession. Et justement, quel marié a des célibataires à sa disposition? Personne n'en sait rien. Si vous voulez, appelez-le poétique, c'est une idée, je ne vais même pas abracadabrante, mais enfin, amusante à penser. Ça dirige votre esprit dans une direction à laquelle vous attendiez pas. Mais ce qui m'a intéressé encore plus, c'est le mot « même » qui suit. Parce que alors, par ces célibataires, même n'est pas S, c'est pas les célibataires eux-mêmes, c'est même un adverbe qui n'a aucun sens à ce moment-là, qui vient comme des cheveux sur la soupe à la fin de cette phrase. Et ça a beaucoup intéressé Breton et tous les surréalistes, parce qu'ils s'en sont servis après, justement à cause de cette indécision, imprécision, et quand même, ça ne fait pas non-sens. Ça n'est même pas du non-sens, mais ça donne une direction. Une direction très inquiétante. Très inquiétante. Oui. Donc, vous voyez, c'est une veine que j'aimais bien exploiter, ou que j'essayais d'exploiter. Au milieu des années 30, Marcel Duchamp conçoit un musée portatif de l'ensemble de ses œuvres, dont il réalise minutieusement chacune des reproductions. C'est la boîte en valise. Comme je pensais que ça pouvait justement se grouper en une petite valise comme ça pouvait être intéressant à regarder au point de vue renseignement, simplement, au point de vue informatif, et pour moi aussi une sorte de considération générale, mais je vous dis sans idée très arrêtée quand je l'ai fait. Au début, j'en ai fait une vingtaine moi-même, les valises. Je les ai fabriquées moi-même, puis après ça m'embêtait tellement que je les ai fait faire par d'autres, et je les fais encore faire par d'autres. Fait qu'en somme, c'est une sorte de vissage, et pas autre chose, n'est-ce pas? Vissage, collage, etc., de reproduction. Mais enfin, j'ai composé la forme de la valise elle-même, ce qui n'est pas du tout extraordinaire. Mais enfin. Le sérieux est une chose très dangereuse. Pour éviter le sérieux, il faut faire intervenir l'humour. Et si vous faites intervenir l'humour, vous pouvez aussi. Le seul sérieux que je pourrais considérer, ou que j'ai essayé de considérer, c'est l'érotisme. Ça, c'est sérieux. Et j'ai essayé de m'en servir comme plateforme, si vous voulez, pour construire les choses que j'ai construites. Objet d'art. Feuille de vigne femelle, 1951. Lors d'un de ses séjours en France, Marcel Duchamp meurt à Neuilly en octobre 1968. Il avait 81 ans. Mais Duchamp avait décidé qu'il n'entrerait pas dans l'histoire sous les traits d'un vieux rebelle repenti. Le fils de notaire qu'il n'avait cessé d'être allait léguer à la postérité une œuvre qu'on ne découvrirait qu'après sa mort.
Ce fut une sensation car personne ne s'était douté que dans le plus grand secret, il avait durant 20 ans travaillé à ce qui allait devenir son chef-d'œuvre, étant donné premièrement la chute d'eau, deuxièmement le gaz d'éclairage. Seuls 2 trous pratiqués dans une porte à double battant permettent aux visiteurs d'enfin savoir. Alors, sans pudeur, une femme allongée dans un buisson et bercée par le perpétuel mouvement d'une lointaine cascade offre pour l'éternité sa nudité aux voyeurs de tous les temps. Tel est le rendez-vous proposé par Duchamp aux pèlerins de Philadelphie. L'artiste aime bien croire qu'il est complètement conscient de ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, et la valeur intrinsèque de son œuvre. À ça, je ne crois pas du tout. Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste. Esta fera aí, meu!